C'est sans aucun doute l'une des villes sur la côte landaise qui a le plus de personnalité. Osgore est réputé pour ses plages océanes, ses vagues, sa forêt et son immense lac marin. Mais la ville est également remarquable pour son histoire et son architecture originale. C'est en compagnie d'Hugo Verlhomme, écrivain né à Osgore, que je pars à la découverte de cette station balnéaire qui fête ses 100 ans. On ne pouvait pas construire à une certaine époque sans rester dans le style basque-hollandais. Et on peut trouver ça contraignant, on peut trouver ça monotone ou uniformisant, mais quelque part ça donne une vraie identité à cette ville en tout cas. J'en profiterai pour aller à la rencontre de surfeurs d'un genre bien particulier, les fils de Baïn, adeptes d'une glisse primitive, le body surf. Le fait d'être sans plan, justement, on a cette connexion avec l'énergie de la vague, l'océan, et c'est vrai que c'est une connexion particulière. Le ressenti est vraiment différent. Le temps d'un détour sur la Côte d'Argent, j'aimerais bien comprendre comment un coin désert et sauvage des Landes est devenu en quelques décennies la station des sports élégants. Il est rare de commencer la découverte d'une station balnéaire sans être sur la plage, au bord de l'océan. Mais Hugo m'a bien expliqué que pour bien comprendre Osgore, il faut d'abord aller là où tout a commencé, au bord du lac. Si je comprends bien, Hugo, quand tu te déplaces dans Osgore, c'est presque toujours à vélo? C'est toujours à vélo, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et ça a toujours été comme ça à Osgore. Toi, petit, c'était aussi à vélo avec tes parents ici? Alors moi, quand j'étais gamin, ma mère se déplaçait à vélo. Elle avait un cajot en bois à l'arrière et j'étais juste assis dedans à contempler le monde. Et là, on est quoi, dans les Champs-Élysées de Osgore? C'est un petit peu ça, c'est le cœur d'Osgore, avec le légendaire Café de Paris, qui a été fondé dans les années 30 par monsieur Despouille, et qui était le lieu de rencontre, le lieu où on se retrouvait à l'époque où on n'avait pas de téléphone portable et autres. Avant la naissance officielle, en 1923 de la ville, Osgore n'était qu'un minuscule quartier au bord du lac, peu habité, isolé, dépendant du village de Sorts, qui lui existe depuis le Moyen-Âge. Raconte-moi, Hugo, l'histoire de ce lac qui fait à peu près 3 km de long et 300 mètres au plus large. Alors en fait, l'histoire de ce lac, c'est d'abord un étang. Au départ, on est avec un étang d'eau douce qui est fermé et qui ne présente aucun intérêt, ni pour la chasse, ni pour la pêche. Or, il y a un peu plus loin le port de Cabreton, qui lui réclamait depuis des décennies qu'on ouvre de façon à créer une chasse, un courant qui permettrait aux bateaux de sortir parce qu'il y avait des ensablements. Ça ne se faisait pas. Et puis, 1868 à peu près, arrive Eugénie, l'impératrice, qui était une femme en fait qui adorait la mer. Et elle aurait eu à ce moment-là l'idée, en voyant le lac de haut, de se dire pourquoi on ne ferait pas un petit canal ici? On pourrait faire un port, ça ferait une chasse, etc. Elle en a parlé à son Auguste Marie-Napoléon III. Qui avait tous les pouvoirs et l'argent. Largement. Qui est venu ici avec des ingénieurs et tout, qui ont dit mais oui, c'est tout à fait faisable, on peut le faire. Et c'est comme ça qu'a commencé le creusement du canal. L'arrivée du coup de cette eau salée, de l'eau océanique, ça va changer énormément de choses. On est passé d'un étang d'eau douce à un lac marin du jour au lendemain, avec des créatures marines et soumis aux marées. Et on s'est aperçu très vite que dans ce lac, très vite, il y avait des huîtres qui venaient naturellement. Et à partir de là, l'idée de cultiver les huîtres à Osgore est née, au point que 2 ans après l'ouverture du canal, il y avait plus de 40 ostréiculteurs installés sur les bords du lac. Et aujourd'hui, il en reste combien? Il en reste 6 à peu près. Mais elles sont encore réputées. Elles ont une grande réputation mondiale et elles sont toujours très bonnes. Le succès de l'ostréiculture va attirer quelques aventuriers en quête d'exotisme et de nature sauvage. Et c'est entre 1900 et 1920 que va s'écrire le premier chapitre de l'histoire d'Osgore. On la doit à quelques écrivains, artistes, intellectuels. Parmi les fondateurs de cette colonie,
Utopiste et littéraire, Rony Jeune, membre de l'Académie Goncourt, Maxime Leroy, historien et avocat proche de la CGT, ou encore l'écrivain Paul Marguerite. Alors pourquoi elle est importante cette maison? Elle est importante parce qu'en fait, c'est là que se sont implantés les premiers écrivains qui sont venus coloniser un petit peu ce coin. Et il y a une dame qui s'appelait Marie-Thérèse de Broutel qui est arrivée la première ici et qui a eu une affaire avec un fameux écrivain, Rony Jeune. Et ils sont venus cacher leur amour ici. Et donc quand ils sont installés là, ils ont commencé à, non pas téléphoner à l'époque, mais à dire à leurs copains, il y a un endroit super, etc. Et ils ont fait ce qu'ils appellent vraiment une colonie. Mais je pense, moi, personnellement, que la clé de ces écrivains qui venaient ici, c'était les femmes. Parce qu'ils venaient avec... pas avec leurs épouses, pour commencer. C'est un beau lieu pour cacher une histoire d'amour, c'est merveilleux, ça? le meilleur des lieux. Il faut peut-être resituer le contexte de l'époque. Raconte-moi cette incroyable aventure lancée par Maurice Martin, qui est journaliste sportif et poète et qui part en expédition dans cette côte du Sud-Ouest. Alors, c'est pas tout à fait une expédition. Il voulait créer, tiens-toi bien, une autoroute Arcachon-Biarritz par les dunes. Et pour examiner cette possibilité, ils en ont profité pour faire une espèce de voyage de presse hallucinant. Ils appelaient ça le Far West français ici, parce que c'était paumé. Ils étaient suivis par des mulets, par des chevaux. Alors il y avait les vieilles voitures, ils passaient par les plages avec les dames en robe. Il a baptisé toute cette côte la Côte d'Argent. C'est un nom qui est plus ou moins resté, c'est pas comme la Côte d'Azur. Ils viennent aussi chercher l'inspiration, ces écrivains. Alors, oui. Il y a la nature qui est omniprésente, Oui. comme tu dis, il n'y a rien autour. Et c'est vraiment des lieux où ils ont pu écrire beaucoup de livres. Tous ont écrit des livres un peu inspirés. C'est quoi, c'est le bout du monde pour eux? Ah, totalement, c'est un endroit, on ne peut pas imaginer, même quand j'étais enfant et que je venais ici, c'était encore le bout du monde. Alors dans ces années-là, c'était vraiment paumé, ils devaient être regardés comme des Zoulous par les gens du coin. Et ils ont fait leur petite colonie et je pense qu'ils ont vécu quand même assez heureux ici. En célébrant le lac et son environnement sauvage, ces écrivains vont en faire involontairement la promotion. Commence alors le deuxième chapitre de l'histoire d'Osgore, celui des bâtisseurs. Entrepreneur infatigable, homme de réseau, Alfred Éluert va porter le projet d'une cité-parc. L'idée est de préserver l'environnement naturel et de bâtir des villas cossues sur de grands terrains. Entre 1920 et 1955, Osgore devient ainsi un laboratoire pour des architectes visionnaires qui vont inventer un nouveau style, le basco-landais. Moi, ce qui me frappe, c'est que toutes ces villas sont différentes, mais il y a vraiment une unité. Alors c'est vrai que cette unité, elle existe un peu partout. Et en même temps, on arrive à trouver des villas comme la villa Catira, qui était la villa où s'est installée Arlette Vogue, une des grandes stylistes des années folles. Incroyable. Une des premières un peu parisiennes à être venue s'installer là. Et cette maison, on voit les influences espagnoles avec la porte à clous, les balcons, les boiseries sculptées, tout ça est assez différent. Et là, cette maison-là, c'était la maison de mon grand-père quand il était préfet des Landes. Elle s'appelait à l'époque Bisteheit, ce qui veut dire en gascon vite fait, bien fait. Où il paraît qu'il y a eu des lingots d'or enterrés dans le jardin que personne n'a jamais retrouvés. À bon entendeur. Un golf, ça fait toujours un peu la même impression, hein. On bascule dans un autre espace. C'est beau, c'est beau. Alors ce golf d'Osgore qui a été inauguré en 1930, il est assez représentatif de ce style architectural basco-landais. Comment tu le décrirais? Les architectes qui sont venus ici avaient fait des maisons basques avant. Et ici, c'est le terroir landais, c'est les fermes. Et donc on a mélangé un petit peu le côté terre et mer et montagne. Et ça donne ce style néo-régionaliste basco-landais. Alors, les maisons basques, hein, on repère le visuel, il y a ces colombages et ces couleurs. Et le landais, c'est quoi? C'est les briques, c'est ça? Alors, le landais, c'est la ferme, c'est bas, c'est l'arial, c'est les poutres.
voilà, pas d'étage. Et alors que dans les maisons basco-landaises, on a mis il y a toujours un étage. Ce sont des maisons bourgeoises, on va dire, avec beaucoup d'ornements, des balcons et parfois un mélange espagnol. Il y a combien de villas au total qui ont été bâties dans ces périodes-là, qui sont quand même remarquables, disons-le. Absolument. Disons qu'en une douzaine d'années, on a vu éclore 400 villas basco-landaises de très grande qualité. Et il y avait une volonté de la part de l'investisseur immobilier qui est devenu maire, Alfred Éluard. Il y avait une volonté un peu visionnaire quand même, de faire une uniformité, mais qui ne soit pas une uniformité ennuyeuse. Voilà, donc il y a une vraie vision et aujourd'hui, beaucoup de communes essayent d'avoir ce genre de vision. Alors Éluard, il avait une formule, il voulait qu'Osgore soit la station des sports élégants. C'est joli, mais comment on y arrive à ça? Avec des villas, tu l'as dit, mais aussi des équipements publics. Alors pour qu'une station devienne une vraie station balnéaire à l'époque, il fallait qu'elle ait son casino. Le casino, ça va attirer du monde de partout, mais ça a une mauvaise image. Le casino, c'est le jeu, l'argent et tout ça. Il fallait créer autour du casino quelque chose de tout à fait formidable. Et pour ça, on a fait du sport. C'est-à-dire que, en plus, Éluard était un rugbyman, hein, c'était un vrai sportif, il avait des réseaux un peu partout. Et l'idée du sporting, c'est de pouvoir implanter un casino et tout autour d'avoir une piscine, un tennis. Et donc il y a ce mélange de nature et d'architecture qui fait la marque d'Osgore. Parce que toutes les maisons, tous ces lieux sont dans des endroits assez magnifiques. Et bien évidemment, il y a ce front de mer qui lui aussi est assez unique. Parce qu'il a une unité architecturale, c'est la même période, hein, je crois que c'est 1927. Hein. Tout a été fait en même temps, y compris ce front de mer qui a été confié une fois de plus à Godbarge et les frères Gomez, qui ont fait ça dans le même esprit un peu que le Sporting. Donc il y a une unicité, et puis surtout il y avait une originalité incroyable, c'est le fait de construire ces maisons du front de mer qui sont collées les unes aux autres. C'était tout à fait nouveau, il n'y avait pas de front de mer comme ça, c'est un des rares endroits où on peut avoir un front de mer direct sur la mer, parce que la plupart des villes landaises, tout ça, Souston, etc., la mer est loin, il faut franchir la dune, etc. Tandis que là, on peut boire un coup et voir le coucher de soleil. Auteur de plus de 40 ouvrages, guides, livres pour la jeunesse, Hugo trouve, comme ses illustres prédécesseurs, une source d'inspiration dans ses landes natales. Son dernier roman a d'ailleurs pour cadre Osgore. Il y a peu de livres en fait, de vrais romans qui ont été écrits à Osgore. Et on a coécrit avec Valentine Karboski, avec qui j'écris des bouquins régionaux ici, enfin des vrais romans. Les Roches du Doigt Mordu, qui est le dernier, qui vient de sortir et qui se passe entièrement sur Osgore. Et d'ailleurs, c'est un acteur du roman. Totalement, et en fait, on profite du roman, qui est un roman un peu de suspense et d'amour, pour raconter plein de choses sur Osgore que les gens ne connaissent pas nécessairement sur toute l'histoire du lac, du canal et de Génie. Et tu as connu ici une époque importante, c'est l'arrivée du surf à Osgore. Je crois même que tu as écrit l'un des premiers livres sur le surf en France. Alors le premier livre sur le surf en France, en 1976, mais quand on venait ici, gamin, nous on se jetait dans les vagues tout naturellement, dans la mousse, on a fait un peu de planquis. Et puis sont arrivées les planches de surf, la première en 1957 à Biarritz. Et ici se sont ouverts à Osgore 2 petits clubs de surf. Pour amateurs, c'était pas connu, les gens ne connaissaient pas ce sport. Le surf est à Osgore aussi le sport à la mode. Vous en connaissez le principe, on s'éloigne de la rive aussi loin qu'on le peut, on jette un regard sur le front de mer, là-bas tout au fond, et on revient. Ah, raconte-moi cette ambiance, comme tu disais, c'est vraiment les tout débuts du surf en France. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y avait personne ne surfait, donc on se faisait un peu traiter de fada par les gens du coin, avec nos planches énormes. Et c'était tout nouveau, les gens n'allaient pas dans les vagues à l'époque, et les surfeurs étaient considérés comme des marginaux, drogués chevelus, on va dire. Nous, on avait 12-13 ans, car on n'était pas du tout comme ça. Mais c'est vrai que ça a apporté quelque chose de tout à fait nouveau sur Osgore et la région. Est-ce qu'on peut dire que le surf, c'est finalement le 3e chapitre de l'histoire d'Osgore? Complètement, parce que les gens ne connaissaient pas Osgore jusqu'à l'avènement du surf que je daterais dans les années 90. Ça a commencé à vraiment grandir. Les planches pour tout le monde, les compétitions, les champions, les images. Et à partir de là, Osgore est devenu une espèce de pôle français national du surf, grâce aussi à une vague
qui s'appelle la Nord, qui est provoquée par le canyon de Cabreton. Et à partir de là, il y a eu un engouement pour le surf à Osgore gigantesque, et Osgore, pour les surfeurs, est connu dans le monde entier. Vieux-Boucau, situé à 35 km au nord d'Hossegor, est comme toute la côte de Nouvelle-Aquitaine, un lieu très prisé des amateurs de surf. Mais là, je devrais plutôt dire de glisse, car Kevin et Alix font partie de l'association Fils de Baïne, des sportifs qui ont fait un choix radical, surfer les vagues sans planche. Bon, la question qui fait un peu mal, franchement, est-ce que ça arrive très souvent qu'en termes de vagues, ce soit comme aujourd'hui, Kevin? Absolument pas, non. C'est un peu dingue, c'est quoi. rare, ouais. C'est pas de chance. Pour le coup, pour voir du body surf, là, ça va être un peu compliqué. Ah oui, aujourd'hui, c'est sûr. Tu as utilisé le mot body surf. Ouais. Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est? Alors, c'est une glisse qui se pratique sans, on va dire, sans intermédiaire entre l'océan et soi. On n'a Donc pas en fait, il y a plein de gens qui font du body surf sans le savoir. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on est dans les rouleaux et qu'on se laisse un peu pousser... Bah là, voilà, c'est ça. La première glisse que les gens pratiquent, au final, c'est du body surf sans le savoir. Bon, faut quand même dire que le body surf tel que vous le pratiquez, ça demande quand même beaucoup de connaissances et de dextérité. Alors j'ai vu que parfois vous avez une petite planche à la main. À quoi ça Ouais, sert? C'est une end plane. Ça sert à, on peut s'appuyer dessus, ça nous permet d'avoir plus de vitesse et de mieux accrocher la vague quand on a un body surf dessus. Je vous suis. Allez. On va pas faire une course parce que je sais que je vais pas tenir face à vous, mais on va nager quoi. Ça marche. Ok. Allez. Get on down. I'm ready with you, let's calm down. Bon allez, je suis gentil, je les laisse partir devant parce que sinon ils vont avoir l'air ridicules. Non, plus sérieusement, ce sont vraiment voilà, des gens qui ont une capacité physique, des sportifs de haut niveau on peut dire. Il faut savoir qu'Alix et Kevin sont tous les deux maîtres nageurs sauveteurs, qu'ils sont également pompiers volontaires, bref, des gens pour qui l'effort est au service des autres ou au service d'un plaisir, en l'occurrence le body surf. Petite question, tu tiens combien en apnée? Je fais un petit peu d'apnée, mais je fais 4 minutes 30. Combien? 4 minutes 30? Non. Oui, j'ai bien compris, mais c'est énorme. Non, ça vient vite. Comme toutes les personnes qui ont regardé le film que vous avez réalisé avec l'association Les Fils de Baïne, j'étais impressionné. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas un retour aux sources d'avant les planches? Bah, c'est tout à fait ça, ouais. C'est, les premières glisses, c'était ça, le body surf. Quand il n'y avait pas de planche, c'était pour glisser, on utilisait notre corps sur les vagues pour revenir au rivage. Et comme ça qu'après le surf est né. La condition physique est importante, mais j'ai l'impression que ce qui est primordial, c'est savoir lire la vague pour être au bon endroit. Non, Kevin? Et ça, c'est du temps, c'est de l'expérience. Alors ça, ouais, c'est typique du body surf, justement. Ça permet de bien appréhender la lecture de vague. Il faut vraiment être dans le timing de la vague pour pouvoir partir. Alors Alix, toi tu es vice-champion de France de body surf. Qu'est-ce qui t'a attiré d'ailleurs dans cette pratique? Pourquoi t'es pas allé sur un surf comme beaucoup de gens ici? Bah alors moi, à la base, je faisais du sauvetage côtier.
Je faisais du surf aussi. Et c'est Kevin qui m'entraînait. Et puis il m'a parlé de ça. Et au fur et à mesure, je m'y suis mis, j'ai bien adhéré. Et puis j'ai jamais arrêté. C'est pas facile de décrire, hein, Kevin, le plaisir qu'on a à la glisse. C'est quoi? C'est Oui, je vois ce que tu veux dire. l'excitation, c'est quoi? Le fait d'être sans plan, justement, on a cette connexion avec l'énergie de la vague, l'océan. Et c'est vrai que c'est une connexion particulière, contrairement au... Enfin, moi, je ne surfe pas beaucoup, mais je surfe un peu. Et je sais que le ressenti est vraiment différent, quoi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. La glisse est vraiment différente. Ça n'a rien à voir, vous entendez, c'est mieux. C'est mieux. On ne pouvait pas faire un bout de chemin avec toi sans un moment ou un autre venir sur une plage au bord de l'océan. Et je crois que celle-ci, elle compte pour toi, Hugo. Alors oui, ici on est à la Gravière et c'est vrai que c'est une plage où la mer était très sauvage avant, elle l'est toujours encore, la plage était sauvage. Et en plus, il y a une particularité, pourquoi ça s'appelle la Gravière? C'est parce qu'on a tous ces magnifiques graviers qui sont très jolis. Il y en a, c'est du jaspe, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Et tout ça, en fait, est venu finalement des Pyrénées par l'Adour qui s'est jeté un peu partout. Et on retrouve ici, voilà, les fragments de Pyrénées. Et c'est vrai que quand j'étais tout petit bébé, tout petit, j'étais ici dans les baillis. Il y a des photos de toi, hein, d'ailleurs, là. À une époque où la photo est prise comme ça et il n'y a pas une personne sur la plage et on est en plein mois de juillet. J'ai l'impression que l'océan, ça a changé ta vie. Est-ce que c'est le cas? L'océan a guidé ma vie. Je m'en suis rendu compte seulement il y a une petite dizaine d'années que tout ce que j'ai fait dans ma vie, les voyages, les bateaux, les rencontres, toutes les rencontres que j'ai faites presque se sont faites autour de l'océan, des vagues et de tous les thèmes que j'ai traités dans mes livres. Cet océan, il compte tellement pour toi que je crois que tu te baignes quoi, presque tous les jours? Tu n'es pas le même homme quand tu t'es baigné le matin dans la journée. Tu n'es pas le même. Parce que l'océan, en fait, est un organisme. Il n'y a qu'un océan sur Terre. C'est plus de 70% de la planète. Et c'est sensible. Et je pense, pour moi, la définition de l'intelligence, c'est la sensibilité. Et l'océan, il est sensible. Et quand je rentre dans l'océan, c'est comme si je rentrais dans quelque chose de vivant avec lequel je communique et qui communique avec moi, qui me reconnaît ou pas, qui me bouscule ou pas, mais je n'ai pas l'impression d'être dans l'eau avec des poissons. Il y a une dimension spirituelle à t'entendre. Totalement spirituelle. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais réussi à croire en Dieu. J'ai essayé plein de fois, puisque j'ai été élevé chez les jésuites en partie. Et je me disais, qu'est-ce que ça doit être bien de croire en Dieu? Toutes les questions ont des réponses. Et je demandais à mes amis, c'est quoi Dieu pour toi? Il me dit, c'est quelque chose qui est plus grand que tous les humains. C'est quelque chose qui a créé la vie. C'est quelque chose sans lequel on ne pourrait pas vivre. Je dis, c'est bon, j'ai trouvé. C'est l'océan. Et pour moi, la définition de Dieu, c'est l'océan. Et je pense qu'on va devoir, nous, humains, changer notre logiciel et devenir des êtres comme on l'était avant, puisque toute vie est sortie de la mer, redevenir des êtres un peu terriens, un peu aquatiques. Et ça, c'est Osgore qui me l'a donné. Pour terminer cette émission, je voulais partager avec vous une petite balade aquatique sur le lac de Vieux-Boucau, plus précisément le lac marin, car comme celui d'Osgore, il est relié à la mer par un canal. On peut en faire le tour grâce à un chemin de 4 km à pied ou en bicyclette, ou bien embarquer pour rejoindre par exemple l'île Sauvage qui se trouve en son centre. Lorsque l'on évoque les Landes, on pense bien sûr à la grande forêt de pins, à l'océan, mais ce que j'aime particulièrement dans ce département, c'est le nombre et la grandeur des lacs.
Ce sont des endroits que j'adore parce qu'il y a toujours un moyen de s'éloigner de la foule pour profiter de la quiétude, de la nature, remonter même parfois au temps celui de ces écrivains visionnaires qui ont fondé Hossegor et avec un peu d'imagination se mettre dans la peau d'un Robinson.